Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je pense que vous ne serez pas sans vous apercevoir que ma voix est passablement brinque-ballante. Du coup, cette séquence qui devait s'avérer assez longue dans le sens où j'avais pas mal de colis à déballer sous vos yeux ébahis, eh bien sera repoussée à un autre moment de ce vlog parce que je vais vraiment me limiter au minimum pour cette première séquence pour reposer au max mes cordes vocales fatiguées. Pour tout vous dire, quand on est parti en vacances en Haute-Marne, on est parti avec les deux grands qui avaient la crève et on est revenu en étant absolument tous malades. Pas cool, mais bon écoutez, on garde le moral, c'est bien là l'essentiel. Et on n'a plus qu'à faire preuve de patience et je suis désolée de vous infliger cette voix vacillante. J'espère que mon élocution ne vous gênera pas trop pour ce début de vlog, voilà. J'avais quand même envie de vous prendre aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un livre. Je vais tout de suite le chercher, il est là, posé en évidence sur mon barbecue. Je voulais vous parler de ce livre que j'avais emmené avec moi en vacances et que j'ai lu. Ça a été pas ma dernière lecture de vacances, mais en tout cas le dernier livre que j'ai pu lire dans son intégralité en vacances. J'ai pris Le Chant des ronces de Lise Bardugo, sorti aux éditions Milan il y a quelques années. Ce livre, vous pouvez le lire vraiment dans l'ordre que vous voulez, en ce qui concerne tous les ouvrages que l'auteur a pu écrire dans le Grishaverse. Il n'y a pas une importance cruciale lié à la place de cet ouvrage. Et en fait, les personnages qui changent d'un conte à un autre ne sont abordés que dans ce livre-là. On ne les retrouve pas dans les autres romans de l'auteur. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, vous pouvez lire ce livre quand vous voulez, même si vous n'êtes pas familiarisé avec le Grishaverse, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, qu'est-ce que contient ce livre? Il contient 6 contes qui sont plus ou moins longs. C'est pour ça que j'ai apprécié emmener ce livre avec moi en vacances parce que c'est un format qui me convenait parfaitement dans le sens où les contes sont courts, rapides à lire, on peut s'arrêter à peu près n'importe quand. Donc ça c'était très chouette. On retrouve les codes classiques des contes de fées, à savoir un aspect moralisateur, une dimension fantastique très marquée, des personnages assez originaux et un aspect assez cruel, voilà. C'est intéressant aussi de lire la note de l'auteur à la fin du récit parce que elle indique s'être inspirée de différents contes, notamment Hansel et Gretel, qui est très reconnaissable et c'est d'ailleurs l'un de mes contes préférés. Ça revisite de ce conte-là dans cet ouvrage. Et elle s'est aussi inspirée de la petite sirène avec le personnage d'Ursula. Et là, pour le coup, c'est le dernier des contes et c'est celui qui m'a un peu moins plu que les autres. Mais pour ce qui est du reste, eh bah écoutez, très belle surprise parce que vraiment j'en attendais pas grand chose de cet ouvrage. Je m'étais dit, il prend la poussière depuis toutes ces années dans ma pile à lire, je pense que je vais finir par lire un de ces 4 et puis le revendre. J'ai même pas envie de le revendre en fait. Il est abondamment illustré par le travail de Sarah Kipin et j'ai adoré les illustrations. J'ai trouvé que vraiment elles servaient à merveille le texte parce que ce sont des illustrations progressives. On commence un conte avec un motif qui est placé de manière, on a l'impression un petit peu arbitraire dans une page. Et puis plus on avance dans le conte et plus l'illustration prend de la place pour finalement être présente sur la double page et achever le conte avec une illustration en couleur. Pour les toqués comme moi qui adorent savoir où est-ce qu'on en est de sa lecture, et j'ai trouvé ça formidable parce que plus l'illustration prenait place, plus je me disais voilà, c'est que on est bientôt à la fin du conte. Donc vraiment, j'ai adoré le travail de l'illustratrice. En plus de ça, j'ai trouvé ça assez amusant d'une page à une autre de repérer ce qui change, ce qui a été modifié, déplacé, ce qui a disparu au profit d'autre chose. Donc très belle lecture, très belle découverte. J'ai commencé une autre lecture à la fin de notre séjour en Haute-Marne, mais je n'ai toujours pas terminé ce livre, donc je vous en reparlerai dans une prochaine séquence, une séquence où on espère j'aurai davantage de voix. Donc j'ai commencé La carte postale d'Anne Berest qui m'avait été envoyée par une abonnée il y a quelques mois maintenant. Je n'en suis pas encore à la moitié. Mais au départ, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Et puis là, vraiment, j'ai du mal maintenant, c'est l'inverse, à en décrocher.
C'est sur la Seconde Guerre mondiale et il y a tout un travail d'enquête avec une carte postale que la maman de l'auteur a reçue dans sa boîte aux lettres de manière anonyme et qui comportait sur une face une photo de l'Opéra Garnier à Paris et de l'autre côté le nom de ses proches disparus, assassinés durant leur déportation dans le camp d'Auschwitz en 1942. Et c'est fascinant. C'est fascinant, mais je vous en reparle bientôt. Et je voulais ouvrir, comme je vous l'ai dit, un colis avec vous avant de vous laisser. Ce colis, c'est une commande Cultura que j'ai passée pendant les vacances. Dans l'optique de terminer mon coloriage ce mois-ci. Je vous ai dit, je veux absolument finir mon colo en cours au mois d'août parce que j'ai déjà trop traîné dessus. Et en plus de ça, avec les vacances, bah, ça m'a fait passer mis bout à bout 2 semaines sans toucher mes crayons. J'ai progressé tout ce que je pouvais avant de partir et j'ai bien avancé, je dois dire. Je vais vous montrer ça. Donc la dernière fois, je vous montrais que le feuillage était terminé, que j'avais commencé les petites fleurs. Et là, j'ai terminé les fleurs et j'ai fait la peau de cette demoiselle. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais lui faire ses cheveux. J'attends de faire ses vêtements. Et ces vêtements, je voulais absolument les faire en bleu et de préférence aux luminances. Et je n'ai encore que très peu de luminances puisque je me les achète à l'unité chez Cultura. Fut un temps, je m'en prenais 2 ou 3 chaque mois. Autant vous dire, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Ça a peut-être tenu 2-3 mois. Et j'ai arrêté. Et là, du coup, je me suis fait une commande de bleu. Il fait tellement chaud, les amis. J'espère que cette fois-ci, les mines ne seront pas cassées. Non, ça a l'air d'être tout bon. Parce que lors de ma dernière commande, je pense que c'était ça qui m'avait un peu découragée. J'ai eu un crayon de couleur avec la mine complètement cassée à ras pendant le transport. Et quand vous voyez que vous payez 4,29 € le crayon, vous avez franchement pas envie qu'il soit raccourci plus que nécessaire. Voilà mes bleus. Bon, évidemment, j'ai bien conscience que ça vous fait une belle jambe que je vous montre mes crayons de couleur. J'imagine que ce qui vous intéresse, c'est de voir l'illustration quand elle sera terminée. Et j'espère que ce sera bientôt. Mais maintenant, je vais pouvoir avancer et surtout m'éclater avec ces crayons de couleur qui sont, rappelons-le, vraiment du haut de gamme. Je vous retrouve demain parce que demain, je pense que j'aurai toujours une voix de crotte de biquette, mais c'est pas grave, j'aurai pas besoin de beaucoup parler. Mais j'ai prévu de me faire une journée entre moi et moi-même. Je suis donc allée à Paris, ça faisait longtemps que j'avais pas pris les transports, ça ne m'avait pas manqué, d'autant que la circulation du métro s'est arrêtée à cause d'un bagage abandonné. Je me suis fait aborder plusieurs fois par différents types, ça m'offusque tout autant qu'il y a quelques années. J'ai la trentaine, je suis maman, je n'ai plus le corps de mes 20 ans, visiblement ça n'arrête personne. Peut-être qu'à mes 80 ans, j'aurai la paix. Je suis tout de même arrivée à bon port pour l'exposition Tim Burton à la Villette. L'expo a ouvert ses portes au parc des expositions de la Villette en mai et j'y suis allée juste avant la fermeture le surlendemain. Auparavant, l'expo était à Madrid et nul doute qu'elle sera aussi présente encore autre part grâce au beau succès qu'elle a rencontré. Je suis entrée dans un labyrinthe dans lequel on m'a garanti de voir 95% de l'exposition. J'ai aimé le côté aléatoire de la progression puisque chaque salle conduisait à 3 portes différentes amenant à d'autres salles. On a tout de même la garantie de voir les œuvres les plus connues du réalisateur. Je ne me qualifie pas de fan absolu de l'œuvre de Tim Burton, mais j'y suis quand même très sensible et j'ai vu un grand nombre de ses films et de ses dessins animés. Dans cette exposition, on trouve des reproductions, des personnages emblématiques de ces films, des textes qui nous permettent de comprendre la philosophie du réalisateur, ses sources d'inspiration, ses techniques. Il y a aussi des objets issus de la collection personnelle de Tim Burton et la progression dans le labyrinthe m'a semblé très immersive et instructive. En résumé, ça a été une belle réussite en ce qui me concerne.
Je suis ensuite passée au Renard Doré, une librairie spécialisée dans les mangas et la culture japonaise dont j'avais beaucoup entendu parler. Il faut dire que son fondateur est Michael Brun-Arnaud, connu pour sa saga jeunesse animalière Mémoire de la forêt, que je débuterai cet automne. J'ai vite fait le tour de la librairie, mais je n'ai pas été déçue par ce que j'ai vu. Loin de là. Hello, aujourd'hui on est jeudi 24 août et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris en vlog alors que finalement ça ne fait que quelques jours. Je suis encore malade aujourd'hui, j'ai fait un peu d'asthme mais cet asthme nocturne était beaucoup plus soft que d'habitude, il faut l'admettre. Et ma voix est moins désagréable que la dernière fois donc je me suis dit allez, je vais en profiter pour vous reprendre. En plus aujourd'hui je n'ai que Félix à la maison, Louise est à la crèche, il lui reste plus qu'aujourd'hui et demain à faire et puis mardi de la semaine prochaine ce sera sa toute dernière journée. Quant à Marius, je l'ai mis au centre aéré, d'autant qu'il y a une sortie aujourd'hui au zoo de Vincennes, donc je pense qu'il va bien s'amuser, même si la séparation a été une fois de plus difficile. Je ne sais pas si vous verrez, il s'efface à moitié, mais le petit cœur qui en atteste sur mon poignet, vous connaissez sans doute l'astuce. C'est compliqué avec Marius, hein. Marius c'est moi, c'est l'enfer, c'est moi. Je me revois, moi à son âge et même plus vieille, dès lors qu'il y avait des nouvelles choses dans ma vie, qu'il fallait aller dans des endroits que je ne connais pas, avec des gens que je connais peu ou mal, ben ça n'allait pas et je faisais des crises de larmes et d'angoisse pas possible. Et Marius, c'est ça quoi. Tu dirais à n'importe quel gamin, tu vas au zoo aujourd'hui, wouh, trop bien. On l'a dit à Louise, elle était jalouse comme tout. Marius, lui, c'est non, je veux pas y aller, je veux pas. S'il n'y a pas papa, maman, sa soeur ou quoi, non. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis seule avec Félix aujourd'hui. Donc j'en profite pendant sa sieste pour vous prendre en vidéo. J'ai pas mal de petits trucs à vous raconter dans tous les sens. Déjà, comme vous l'avez vu dans le clip précédent, je suis passée au Renard Doré à Paris. Je voulais vous montrer mes achats. Je me suis pris ce mignon tote bag avec le carrousel des petits renards. C'est tellement adorable. Ils changent de temps en temps leur collection de tote bag. Et je me suis aussi acheté 2 mangas. Je me suis pris la suite de l'Atelier des Sorciers. Alors il me reste le tome 10 à lire, mais je me suis d'ores et déjà pris le 11. Et je me suis aussi acheté, pour me motiver à commencer cette série dont j'ai tant entendu parler, le tome 3 de la saga Blue Flag, puisque j'avais déjà les 2 premiers en ma possession. Alors la dernière fois aussi, je vous parlais de ma lecture en cours qui était La carte postale d'Anne Berest. Donc ce livre, je l'ai maintenant terminé et je peux vous donner mon avis.
Il y a eu du bon et du moins bon. J'ai tantôt été extrêmement enthousiasmée par cette lecture et à d'autres moments ça a été quand même plus compliqué. Parmi les points positifs, je retiendrai l'aspect très bien documenté de cet ouvrage. On sent que voilà, l'auteur a fait des recherches hyper poussées sur cette période qui est la Seconde Guerre mondiale. Et elle balaye tout un tas de moments clés finalement durant cette longue période de guerre. On va nous parler de la résistance, on va nous parler de la vie même au sein des camps de concentration, mais on va également nous parler, ça j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai trouvé que ce passage était trop court, mais c'est parce que voilà, j'y trouvais de l'intérêt et j'aurais aimé que l'auteur en parle plus longuement. C'est le retour des exterminés chez eux, dans leur pays, entre l'accueil, les premiers soins, et puis l'acclimatation qui se fait, ou parfois pas, parce que pour certains d'entre eux, ça a été tellement d'émotion de retrouver leurs proches que finalement, leur esprit n'a pas tenu le coup. Ils sont morts à peine rentrés sur leur terre natale. Donc voilà, cette période-là m'a vraiment passionnée, mais ce n'est qu'un infime moment du récit finalement. Mais j'ai apprécié voilà, toutes les recherches qu'on sent que l'auteur a pu faire pour les besoins de son livre. Et ce qui m'a aussi favorablement plu, c'est cette idée d'héritage, de transmission familiale, cette idée que les morts ne sont pas vraiment morts tant qu'il y a toujours quelqu'un de vivant pour penser à eux. Voilà, il y a tout un aspect un peu philosophique dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi eu du moins bon. Ce livre se découpe en plusieurs parties. Donc on a une première partie qui va s'attacher à l'origine des ancêtres, des ascendants d'Anne. Ensuite, on a une partie plus au présent où c'est l'enquête, à savoir qui a envoyé cette fameuse carte postale anonyme. Et ensuite, on revient sur le vécu de sa grand-mère. J'ai trouvé que c'était assez déstructuré finalement. Je trouvais que ça manquait un peu d'unité, que le rythme était un peu haché. Donc si je devais résumer mon avis en quelques mots, je dirais que ça a été une belle découverte, mais que ce livre n'a pas été aussi puissant qu'il aurait pu, qu'il aurait dû l'être. Voilà. J'ai reçu des livres ces derniers temps et je vous attendais pour qu'on puisse ouvrir ça ensemble. Donc déjà pendant mes vacances, merci papy, mon grand-père a réceptionné un album jeunesse de la part des éditions Kiman. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Je vais vous montrer ce dont il s'agit et j'espère que c'est une lecture qui saura parler à Marius parce que, évidemment, j'ai pensé très fort à lui, je vous le cache pas, en demandant de recevoir cet album-là. Alors, le format change un peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir en tant qu'album à la maison parce qu'il est plus large que haut finalement. C'est l'armure de Raphaël, ton hypersensibilité est un pouvoir, apprends à t'en servir, de Susanna Isern et de David Sierra-Liston. Donc c'est l'histoire finalement d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël, qui est hypersensible comme vous aurez pu le comprendre. Il entend tout, il ressent tout très intensément et parfois ça lui joue des tours et il y a certains camarades de classe qui se moquent de lui. Et du coup, un jour, Raphaël, il trouve le moyen de se protéger en enfilant une armure, au sens littéral. Et est-ce que, du coup, ce sera la solution à tous ces problèmes, cette armure? Voilà, je ne sais pas. On le verra. On verra ça ce soir en découvrant cet album. Je vous montre quelques illustrations pour que vous puissiez vous rendre compte du coup de crayon. Je ne connais pas du tout l'illustratrice ni l'auteur de cet album. Mais réellement, pour moi, c'est le message, quoi. J'espère que ça saura parler à mon petit chevalier, à moi. Je vous montre aussi les derniers achats livresques du mois. Il n'y en aura pas d'autres avant le mois de septembre. Donc, je me suis racheté un livre que j'avais déjà et que j'ai revendu il n'y a pas si longtemps. C'est un Laetitia Danaé et c'est le Fleur d'Oko qui était
précédemment sorti aux éditions Snag. Et je sais que l'auteur, que je suis beaucoup parce que j'aime énormément son travail, elle a écrit la trilogie Lune Pourpre, elle a écrit la duologie Rosen, j'ai tout lu. Et j'en étais à Fleur de Caux, du coup, qui allait bientôt passer à la casserole, quand j'ai appris que l'auteur donc a mis un terme à son contrat chez Snag. Et elle a réédité ce livre chez Hachette. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas conservé mon exemplaire de Snag et pourquoi est-ce que je l'ai revendu? Eh bien tout simplement parce que ce n'est plus le texte d'origine. Il y a eu pas mal de modifications et des ajouts, et l'auteur elle-même a reconnu que si on lisait la précédente version et celle-ci, bah au final il n'y a plus grand chose à voir. Et on pouvait pas passer de l'édition de Snag au tome 2 qui sortira plus tard chez Hachette parce que on risquait de pas comprendre grand chose. Donc je n'ai pas pris de risque. Et même si je préférais la couverture proposée par Snag, eh bien je me suis gentiment racheté ce livre-là. Mais comme ça me faisait mal de le racheter neuf, parce que bon voilà, j'avais quand même revendu l'autre exemplaire que je m'étais quand même au préalable acheté neuf, et ben je me suis dit je vais me prendre celui-là d'occasion. J'ai mis un peu de temps avant de le trouver à un bon prix, mais voilà, ça y est, le voici, le voilà, et il est vraiment en état comme neuf. Ça a été un plaisir de recevoir cet ouvrage. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est de la fantaisie, comme toujours avec Laetitia Danaé, à la sauce un peu africaine. C'est ce que j'adore avec cette auteure, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais elle est capable vraiment de se réinventer d'une histoire à une autre. On n'a pas du tout des copier-coller avec des personnages différents d'une saga à l'autre, mais vraiment tout un univers entier, bien construit, bien pensé, riche, foisonnant de détails. Et je sais que j'ai un autre livre après notre saga à commencer, c'est Que la mort soit douce, quelque chose comme ça, qui pour le coup est dans un folklore mexicain, la fête des morts, etc. Bref, encore tout à fait autre chose, c'est génial. Mais je lirai d'abord celui-ci. Et puis finalement, le dernier livre que je me suis acheté, là aussi d'occasion sur Vinted, dans un état comme neuf aussi, c'est Crookhaven. Vous l'avez peut-être vu passer parce qu'il est sorti il y a peut-être un mois ou deux, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une sortie relativement récente de PKJ. C'est écrit par Gigi Arcanjo et c'est l'école des voleurs, ce premier tome. Il a plutôt bonne presse cet ouvrage, même si bon, on ne le voit pas passer partout. Mais il a de très belles notes sur Livre Addict et il m'a vraiment rendue curieuse. On est plutôt dans le young adulte là, et c'est un voleur qui s'appelle Gabriel qui va se faire arrêter, et Gabriel est persuadé qu'il va être envoyé en prison, sauf que pas du tout. Il va être envoyé dans une école de voleurs pour finalement accentuer cet aspect de vol, de contrefaçon, de vol à la tire qu'il y a en lui. Et il va se rendre compte que la ligne entre le bien et le mal est assez floue. Je suis pressée de mettre le nez dedans parce que franchement ça a l'air très chouette et je l'ai eu pour vraiment pas cher du tout. Donc ça m'a tout à fait convaincue de me le prendre. Et j'ai pris autre chose dans la boutique de cette vendeuse, quelque chose dont j'avais besoin, c'est cette paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux qui est neuve, elle lui a jamais servi, et moi ça va me servir pour le tricot parce que j'avais une paire de ciseaux qui me venait de mon arrière-grand-mère. J'ai très honte de dire que un jour, par mégarde, je l'ai cassée. Ça me rend triste d'ailleurs. Pas facilement réparable en plus. Et bref, depuis j'utilisais les ciseaux de cuisine et autant vous dire que c'est pas pratique parce que c'est fait pour couper beaucoup de choses, mais pas forcément du tissu, de la laine, du fil. Bah dis donc, oui c'est vraiment neuf, j'arrive pas du tout à l'ouvrir. Alors attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui va m'aider? Et voilà, je lui ai donc pris ces ciseaux dorés en forme de grue qui sont mais de toute beauté. J'adore, j'adore, j'adore. Petit capuchon, voilà, hop. Mais ils sont tellement beaux. Après peut-être qu'un jour je serai arrière-grand-mère à mon tour, j'aurai peut-être une petite fille qui sera moins maladroite que moi et qui pourra dire elle aussi, j'ai les ciseaux de mon arrière-grand-mère. Je suis à mon bureau, on va en profiter. Ah bah non, faut quand même que je me lève. Je voulais vous montrer mon coloriage. Oh, il est terminé les gars, ça y est. J'ai mis un énorme coup d'accélérateur en revenant de vacances.
il est fini. Je vais même pouvoir vous montrer le prochain, que selon toute vraisemblance, je pourrais commencer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais être plutôt au calme. C'est vrai que Félix en ce moment, les angoisses de la séparation, ça y va, et c'est une vraie glu, il ne me lâche pas. En fait, il est calme à jouer jusqu'au moment où ses yeux se posent sur moi. Et dès qu'il me voit, maman, 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 avec les grosses larmes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc évidemment, je le porte et je ne peux plus rien faire d'autre. Mais je ne me plains pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit par ici ou si c'était que sur Instagram. Je n'ai aucune difficulté à le coucher. Félix est un bébé qui adore dormir, qui adore suçoter les bras de ses doudous. Et la séparation dans le lit se passe bien, chose que je n'ai jamais vécue avec Marius et Louise. Je ne pouvais pas les porter. Il fallait que je retourne les bercer dans la chambre 7 à 10 fois avant qu'ils lâchent le steak. Parce que moi, il était hors de question que je les redescende, que je fasse mumuse jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Non, c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai toujours tout fait pour donner un rythme dès la naissance à mes bébés. Et c'est ce qui fait que mes enfants dorment bien. C'est ce qui fait qu'ils font des belles siestes. C'est ce qui fait que mes enfants ont fait leur nuit à 2 mois. Parce que j'ai tout donné à chaque fois pour qu'ils dorment. Parce que moi, je gère très mal la fatigue et le sommeil, c'est trop important. Si je dors mal, je ne suis pas une bonne mère. Je suis trop fatiguée pour être une bonne mère. Donc, il faut que mes enfants dorment bien, pour que je dorme bien, que je sois une bonne mère avec mes enfants. Voilà. Donc, le fait est que pas d'angoisse de la séparation pour les siestes, c'est trop bien. Pourquoi je vous parlais de ça? En fait, je voulais vous montrer mon colo. Donc, vous vous rappelez, c'est dans le Fairy Celebrations. Mais bien sûr, vous vous rappelez, je vous tanne avec ça depuis 2 mois et demi. Alors, je vous le montre un peu de haut pour que vous puissiez le voir en entier, tout simplement. Et puis, je vais me rapprocher pour qu'on puisse regarder les détails. Donc, la tenue a été faite, comme j'avais pu vous le dire, aux luminances. Et franchement, mais ça change tout. C'est la partie que je préfère dans mon colo, c'est-à-dire que c'est tellement moins terne les luminances que les polychromos. Enfin, voilà, on est dans du haut de gamme, encore une fois. Ça change absolument tout. Un petit peu de Posca pour faire quelques touches de lumière par-ci, par-là. Je ne sais plus, je suis désolée, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Ah si, ça vient de me revenir, du Glossy Accent. Quand il y a des cadrans, des miroirs ou des choses comme ça, j'aime mettre du Glossy Accent. Malheureusement, ça se voit pas à la caméra, mais ça offre une espèce de bulle de relief. Quand je touche, c'est comme si je touchais du plastique en fait. Donc j'ai fait un effet doré. Il y a de la colle à paillettes sur les ailes de la petite bestiole, sur le col de la chemise de nuit, sur les chaussures. Il y a des petites pointes par-ci par-là sur le collier. Enfin, c'est pas un collier, c'est une chaîne d'ailleurs. Hop, focus, focus, focus. Et voilà. Donc je suis plutôt satisfaite de moi. Ensuite, je compte, je vous ferai pas l'affront de prononcer ça, moi j'ai fait espagnol LV2, pas allemand, mais je compte me plonger dans le livre de coloriage sur l'Europe de Rita Berman que je n'ai pas commencé. Et je vais pas être très originale, je vais faire la première page, voilà. Et elle m'inspire beaucoup cette première page, et je pense aussi que je vais mettre bien moins de temps à faire cette page-là que le Clara Markova. Alors une dernière chose avant de vous laisser, aujourd'hui je vous ai proposé sur Instagram de vous parler food sur la chaîne YouTube et c'est quelque chose qui vous a énormément intéressé puisque je crois que dans le sondage il y avait 100% de personnes ok pour que je parle nourriture avec vous, donc allons-y gaiement. Je vais déjà commencer par vous dire quel est mon rapport avec le fait de faire la cuisine. Il faut savoir que depuis tout temps j'adore pâtisser, faire des gâteaux, des desserts. Et historiquement, j'ai une sainte horreur de faire à manger, de faire la cuisine. Pendant des années, j'ai fait à manger pour me nourrir, mais en n'y prenant aucun plaisir. Et depuis que je suis avec mon mari, et encore plus depuis que j'ai des enfants, eh bien, j'y prends davantage de plaisir. C'est-à-dire que les jours où je suis toute seule à la maison, je vais me faire un truc vite fait parce qu'il faut que je mange, mais je ne vais pas me lancer dans de la grande cuisine. Alors que quand je suis en famille, vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est un gros plaisir, mais en tout cas, c'est plus la flemme et le sentiment de contrainte qui m'animait auparavant. Je prends plaisir à éveiller les papilles de mes enfants. On n'est franchement pas les derniers à la maison pour manger du poisson, des légumes, vous voyez? Pas du tout. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui
pour absolument tout et n'importe quoi, je me lasse vite et c'est aussi valable dans la nourriture que je mange. Je me vois pas manger toutes les semaines les mêmes choses. Il faut que ça change, il faut vraiment que ça varie beaucoup. Et alors du coup, je m'inspire de plein de choses. Je m'inspire de recettes que je trouve sur des blogs, enfin en cherchant un peu au pif sur internet. Sur Instagram, il y a beaucoup de comptes de cuisine aussi où j'ai pu tester des recettes. J'ai plusieurs livres de cuisine à la maison aussi. Donc avec tout ça, je fais un peu un micmac, un melting pot et je centralise mes recettes préférées, testées, approuvées par toute la famille dans un cahier que j'ai depuis des années et que je vais vous montrer. Il est à la cuisine, bien entendu, je reviens. Il ressemble à ça et c'est une large source de moquerie pour mon mari. Vous savez, mon mari, alors, il n'est pas informaticien, mais il travaille dans l'informatique. Il est ingénieur réseau. Et il me dit, mais pourquoi tu prends la peine de prendre un cahier pour tout écrire? Enfin, numérise ton truc, tu t'y retrouveras mieux. Tu pourras classer, etc. Parce que c'est vrai que ça, c'est le côté pas cool d'écrire les recettes comme ça dans un cahier, c'est que tout est mélangé. Je peux pas mettre tous les desserts ensemble, tous les trucs ensemble, parce qu'il en existe plein des cahiers comme ça, hein, où vous pouvez mettre, reporter vos recettes sur ces cahiers qui existent. Moi, je ne les aime pas, ces cahiers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je fais beaucoup de desserts. Donc forcément, ma partie dessert est très remplie. Je fais quasiment jamais l'entrée. Donc niveau entrée, j'ai peut-être un ou deux items, mais pas plus. On se retrouve avec un cahier que j'aurais acheté une vingtaine d'euros. Où finalement, il y a des parties qui ne sont pas remplies et d'autres parties où il n'y a plus de place. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté ce type d'ouvrage qui ne me correspond pas, mais qui peut-être correspond à d'autres personnes et c'est très bien comme ça. Donc non, bah moi j'ai un cahier tout simple, je me suis fait quand même un sommaire et même si tout est en vrac, c'est-à-dire que dès qu'il y a une recette que j'adore et que je note, eh bien j'ai quand même un code couleur pour pouvoir me repérer, c'est-à-dire que je sais que le rose c'est les desserts, le bleu les plats et le vert ce sont les petits apéritifs. Et puis après voilà, ça ressemble à ça. En gros, hein, je prends la double page au pif. Donc on a tagliatelle aux œufs frais, épinards tomates et cake aux poireaux et au curry. Et comme ça, j'ai à peu près déjà 90 recettes que je fais très souvent. Même s'il y a des recettes que j'avoue je fais plus en fonction de certaines saisons parce que j'essaie au maximum, je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaie quand même d'être un tant soit peu rigoureuse sur la saison, la bonne saison pour consommer les bons légumes. Donc maintenant, comment est-ce que je fonctionne au quotidien? Je ne fais pas de batch cooking, c'est tellement à la mode ce truc, ça m'en ressort presque par les yeux tellement c'est trop à la mode. Non mais je fais pas de batch cooking parce que c'est pareil, dans ma vie actuelle ça ne m'est d'aucune utilité, enfin je veux dire je suis en congé parental donc en fait j'ai le temps de cuisiner, ça ne me sert strictement à rien de me taper 2 à 3 heures de cuisine le dimanche pour toute la semaine, non. Et en plus de ça, je trouve que c'est assez limite, c'est-à-dire qu'il faut quand même consommer plusieurs fois dans plusieurs plats différents, les mêmes légumes, les mêmes machins. Et moi, je vous ai dit, j'aime bien que ça change. Donc non, ça ne me va pas. Je ne fais pas de batch cooking. Maintenant, je fais pas de la grosse cuisine tous les jours non plus. C'est-à-dire que tout ce qui va être purée compote de Félix, je le fais tous les 2-3 jours. J'essaie de faire des grosses quantités. Et puis après, pour nous, je vous ai dit, hein, les jours où je suis toute seule, je cuisine peu ou pas. Et puis autrement, oui, du coup, ça va être surtout les jours de télétravail de mon mari et les week-ends où je fais plus de cuisine. Aussi, il y a une espèce de répartition avec mon mari qui s'est fait de manière tacite, c'est-à-dire que je cuisine le midi et puis lui, c'est plutôt le soir. Alors le soir, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger beaucoup de salades, on va souvent manger des choses à tartiner, on va souvent manger de la soupe l'hiver, voilà, ce genre-là. Donc des choses très simples ou parfois des restes. De manière générale, les enfants mangent les restes des repas des midis le soir. Et du coup, le midi, c'est tout frais. Je prépare mes menus d'une semaine à l'autre. Souvent, c'est en début de semaine que mon mari fait les courses. C'est lui qui fait les courses. C'est moi qui fais les plannings.
Et ça va bientôt changer parce que, oui je vous l'ai pas dit, mais mon mari va changer de travail. On est tellement heureux pour lui. Il va changer de travail début octobre, juste après l'anniversaire de Marius. Il y aura toujours du télétravail, mais il va être au départ bien plus occupé, le temps de se mettre dans le bain, etc. Donc je lui ai dit spontanément, bah écoute, c'est moi qui vais faire les courses à partir du mois d'octobre. Et du coup voilà, ça va peut-être changer 2-3 choses dans mon organisation générale, mais en gros voilà, à chaque fin de semaine, je fais le tour de ce qui nous reste de frais dans le frigo, ce qu'il y a dans les placards, je fais ma liste de courses, je fais mon planning pour la semaine. En général, il y a quand même des choses, je vous dis que j'aime bien changer, mais il y a des choses qui ne changent pas trop, dans le sens où chaque semaine, j'aime bien faire une quiche. Après, ça va pas forcément être la même quiche d'une semaine à l'autre, jamais même. J'aime bien faire un repas à base de pâtes, j'aime bien faire un repas à base de poisson, j'aime bien faire un repas à base de viande, j'aime bien faire un repas à base d'œufs, donc ça va être soit une omelette parmentière, soit des œufs au plat avec je sais pas quoi, soit ça va être une chachouka, bref ça peut être plein de choses. Et j'aime bien faire un gratin, bref il y a des choses comme ça qui reviennent, vous voyez, j'aime bien faire des légumes rôtis, j'ai toujours ma petite base et puis après bon je prends mes recettes et puis je regarde ce que je peux faire avec. Je vous avais déjà montré mon planning de menu. On va aller sur mon frigo pour que je vous le remontre. Alors je parle pas très fort parce que Félix est en haut, mais voilà, c'est mon meal planner. Alors malheureusement il n'est plus en vente. Je l'avais acheté sur le site Intention et il n'y avait que des quantités limitées, mais je l'adore. Il est magnifique, il a une couleur, alors je sais pas, à l'écran ça rend un petit peu gris, mais c'est plutôt couleur pistache on va dire. Et vous voyez, bon parfois, comme c'était un retour de vacances en fait, on est revenu le jeudi, donc j'ai fait vendredi, samedi, dimanche. Et après, hop, j'ai égrené ma semaine. Donc je vous laisse regarder. Alors, vous voyez, le soir, vu que c'est rarement moi qui cuisine, je mets les menus quand c'est moi qui cuisine. Et puis sinon, voilà, bon, c'est mon mari qui se débrouille un petit peu avec ce qu'on a. Dîner enfant, faut enlever la gommette, je mets même plus. Parce qu'encore une fois, il mange les restes du midi. Je pense aussi que je vais vous mettre un petit clip après cette séquence pour que vous voyez à quoi ressemblent nos plats de la semaine. Bon, peut-être pas tous, hein, c'est-à-dire que poisson-riz, c'est bon, hein, ce midi. Je suis toute seule, poisson-riz, je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Il va y avoir rien d'innovant là-dedans. Mais voilà, je peux peut-être vous prendre quelques images du reste. Concernant le sujet de l'alimentation, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si dans les prochains vlogs, ça vous ferait plaisir de revoir comme ça mon menu de la semaine avec les plats une fois terminés, les petites séquences où on me voit cuisiner ce genre de choses. Ça pourra me donner des idées. Et puis, ma foi, je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'ai été très bavarde ce matin. Je vais aller monter cette séquence, comme ça me permettra de voir combien de temps je peux encore vous prendre dans une autre séquence de vlog. Tu me parles de la nouvelle histoire, Marius? De quoi elle parle, cette nouvelle histoire? D'un petit garçon qui a peur de tout. Comment il s'appelle ce garçon, Marius? Il s'appelle Raphaël. Oui. Et alors, Raphaël, il a des amis quand même ou pas? Oui, il a une seule amie. Une seule amie, une copine qui s'appelle Lina, qui est dans sa classe.
Et est-ce qu'il y a des gens qui sont vilains avec Raphaël? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont fait de vilain? ils ont cassé les jumelles. C'est super méchant. Et puis ils se moquent de lui en plus. Et en plus, les garçons, quand il a cassé les jumelles, après, ils se moquent de lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il va enfiler sur son corps pour se protéger? Une armure, comme une armure de chevalier. Oui, Et c'est pour le protéger de quoi? De ça? pressé. De son côté stressé, de sa sensibilité. Est-ce que ça va bien fonctionner? Oui. Alors, au début, oui. Parce que du coup, il va se faire des nouveaux copains. Mais ce faisant, il va un petit peu s'éloigner de sa copine Lina. Mais est-ce que l'histoire, elle se finit bien quand même? Oui. Tu me montres ta page préférée? Alors, C'est celle-là ta page préférée? Celle où il fait un câlin à sa maman? oui, Et que sa maman, elle le console? Et le chien, il est un peu triste aussi? oui. D'accord. Bah merci Marius. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 29 août, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin du mois et c'est aussi la fin des grandes vacances puisque dans moins d'une semaine les enfants vont faire leur apparition à l'école. Voilà, Marius en grande section et Louis ça va être son entrée en petite section. Aujourd'hui c'est d'ailleurs son dernier jour de crèche, j'ai préparé les cadeaux pour les assistantes maternelles, il faut qu'on leur donne tout à l'heure quand j'irai chercher Louise. Ça va faire bizarre de leur dire au revoir parce que ce sont vraiment des femmes d'une gentillesse assez inouïe, je trouve. J'avais fait leur connaissance il y a quelques années quand j'avais fait garder pendant quelques mois Marius à la crèche et donc je les ai retrouvées au cours de cette année avec Louise. Voilà, je ne sais pas si c'est un adieu ou un simple au revoir parce que je ne suis pas encore très bien fixée avec mon retour au travail, le fait de garder Félix, etc. Je sais pas, voilà, il faut que je réfléchisse sur pas mal de choses, mais le fait est que pour cette année, voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui, il va falloir leur dire au revoir. Et pour préparer au mieux la rentrée, eh bien j'ai préparé un petit outil, le même que l'année dernière, mais que voulez-vous, ça fonctionne tellement bien avec des duplos. Eh bien, j'ai préparé le petit chemin jusqu'à l'école. On a le duplo Marius, le duplo Louise, et vous aurez compris, à la manière d'un calendrier de l'Avent, on avance chaque jour d'un bloc tout au long de ce chemin qui va les mener jusqu'à l'école. Voilà, c'est hyper visuel pour eux, c'est hyper simple d'utilisation, donc ça marche terriblement bien. On a terminé leur cahier de vacances, je suis pas sûre de vous les avoir montrés en vlog. Pour cette année, on a pris comme l'année dernière des passeports parce que les enfants accrochent bien avec le système de gommettes étoiles à coller chaque jour à chaque double page complétée. Et on a aussi pris un cahier de vacances de 100 jeux avec Samy et Julie, deux personnages qui vont retrouver dans leur cahier scolaire de l'année à venir parce que je les ai pas encore déballés, mais ils sont là, les cahiers de la grande section et de la petite section. Tous les ans j'en achète 2 par enfant, même pour Louise j'en avais acheté, c'était sur la toute petite section qui scolairement n'existe pas vraiment, mais on va dire que c'est adapté à un niveau d'un enfant de 2-3 ans, ça leur permet de s'entraîner à tenir un stylo, bien appréhender les couleurs et les choses extrêmement simplistes qu'on doit soit réviser, soit apprendre au début de la petite section et que Louise maîtrise depuis belle lurette. Du coup, je vais en profiter pour ouvrir ce colis et on va regarder ensemble les cahiers pour l'année à venir. Alors, comme je vous l'ai dit, ils vont retrouver Samy et Julie dans ces 2 cahiers là. Alors on a le cahier 3-4 ans petite section, moi on a les 2 petites sections avec Samy et Julie. Je les ai pris parce que le niveau est très faible en fait et je trouve que ça permet de réviser en début d'année avant de complexifier un peu les choses avec l'autre cahier que je vais vous montrer dans un instant. Donc on a la petite section et bien sûr pour Marius la grande section. Voilà, franchement c'est des choses que Marius maîtrise complètement à l'heure actuelle.
Mais par contre, pour corser le niveau, on a ces cahiers Hachette que j'aime beaucoup. Que j'avais acheté pour Louise sur la toute petite section et qu'elle va retrouver avec la petite section. Marius a achevé le cahier moyenne section au début de l'été et il va donc passer à la grande section. Le niveau, franchement, comme je vous le disais, c'est pas le même. Parfois, ça pose problème à Marius. Et le problème de Marius, c'est qu'il est pas patient, il est très exigeant et dès qu'il n'y arrive pas, il s'énerve. C'est compliqué comme tout. Mais bon, j'essaie de lui apprendre à être persévérant et de ne pas lâcher le steak. Voilà. Et comme les enfants adorent les exercices, les cahiers de jeux, etc., je leur ai fait un petit cadeau de fin de vacances. Alors pour Louise, bon, elle le recevra que ce soir, mais avec Marius, vous l'aurez peut-être vu dans un clip, on a déjà passé la matinée là-dessus. C'est un magazine qui s'appelle Graou, qui paraît à raison d'une fois tous les 2 mois. On n'est pas abonné, j'avais acheté un magazine pour tester. Et il est resté pendant X temps dans mon tiroir à trésors. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de le sortir. On a des histoires, on a des jeux, on a des révisions sur une lettre de l'alphabet et plein de mots qui commencent par cette lettre-là. On a des gommettes à coller, des bandes dessinées. Et à chaque fois, c'est sur un thème différent. Moi, je lui avais pris celui-ci, la chasse au trésor, parce que je savais que ça allait lui parler. Et franchement, ça n'a pas raté. C'est un tel succès que je me dis que soit je vais en racheter quelques numéros, soit je vais l'abonner. Je ne sais pas, mais il faudra certainement envisager un truc. Et puis pour Louisette, pareil, un magazine que j'ai acheté il y a 1 an, que je voulais offrir à Marius, et puis finalement, ça s'était pas fait. Ah mais il y a plus d'1 an, septembre 2021. Peu importe, c'est quand même d'actualité puisque c'est le pomme d'api du mois de septembre sur la rentrée scolaire. Donc ça, voilà, ça va être pour ma louloute avec la fabrication d'une petite école. Comme ça, hop, vous avez une petite école à confectionner. En suivant les traits, en pliant aux bons endroits, etc. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et je vais vous parler lecture avant de vous abandonner. Ma lecture en cours, c'est la 2e partie de la première intégrale des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Mais avec cette édition-là, c'est en fait le tome 2. Et j'adore. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome que j'avais lu avec Marie en juillet. Ah, je sais plus si c'était en juin ou juillet d'ailleurs. Bref, peu importe. Et là, voilà, j'en suis rendue, j'ai dépassé la moitié. On doit terminer cette lecture commune vendredi, donc pour le dernier jour du mois. Ce qui fera que j'aurai lu ce mois-ci 10 livres. C'est absolument incroyable parce que 10 livres, c'est ce que je lisais auparavant sans avoir d'enfant. Et j'ai réussi à réitérer l'exploit là au mois d'août, alors qu'on est quand même un mois où je suis en compagnie des 3 enfants. Donc c'est-à-dire que c'est pas la période la plus propice pour moi à la lecture. Et pourtant, donc ça vous prouve que vraiment, si on s'en donne les moyens, on y arrive. Et ça, pour la lecture, comme pour absolument tout, bien entendu. Donc je vous en reparlerai plus longuement dans un prochain vlog. Moi, je vais plutôt m'appesantir sur mes 2 lectures précédentes, donc les lectures numéro 8 et 9 de ce mois-ci. Une déception et un coup de cœur. Donc allons-y pour la déception. J'ai exhumé de ma pile à lire ce livre qui m'avait été offert par une copine blogueuse de l'époque, Bénédicte, qui m'avait donc offert le premier tome de l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. C'est de la fantaisie, mais en tout cas voilà, je l'ai lu. Je vais pas garder ce livre dans mes bibliothèques, non. Pourtant, je suis vraiment très déçue parce qu'au départ, j'ai accroché à fond et je me suis dit c'est formidable, j'aime beaucoup ce que je lis, mais ça m'est franchement passé. C'est une lecture qui m'a fait énormément penser à ce que peut nous proposer Pierre Bottero dans l'univers, avec un monde parallèle au nôtre et puis des personnages qui ont des caractères un peu similaires aux siens. Donc bref, il y a eu plusieurs petites choses qui vraiment m'ont donné l'impression de lire du Pierre Bottero, mais c'était pas du Pierre Bottero. Donc dans ce livre, on va suivre 2 femmes. On a d'un côté Ravenne qui vit à Ombre et qui est une princesse exilée qui va vouloir reprendre sa place sur le trône. Et l'autre femme qu'on suit s'appelle Enora, elle vit à Rive, qui est l'équivalent de notre monde à nous. Et elle va se découvrir des talents de passeuse, c'est-à-dire qu'en creusant, elle est capable de passer d'une réalité à une autre. Et je ne peux pas vous en dire plus,
sans risquer de vous spoiler l'histoire, donc je m'arrêterai là. J'ai quand même aimé certaines choses, hein. Comme je vous l'ai dit au début, j'étais extrêmement happée par ma lecture. J'ai aimé notamment les personnages. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs en ce qui concerne les personnages le parallèle qui est fait entre les personnages d'un monde et de l'autre. Ils ont tous leur noir portrait et on a la notion de s'il arrive quelque chose à un personnage, et bien son noir portrait dans l'autre monde n'en a plus pour longtemps. Ça c'est quelque chose qui m'a, je sais pas, ça m'a parlé. Mais dans les points négatifs, j'ai trouvé que c'était un peu brouillon, ça manquait d'explications, ça allait trop vite, on survolait certaines choses. Ça manquait de cohérence à certains moments aussi et je sais pas comment vous l'expliquer, mais en un mot commençant, j'ai décroché à un moment donné. J'ai terminé parce que voilà, je n'abandonne pas souvent mes lectures, mais j'ai terminé plus par automatisme qu'autre chose, en m'ennuyant beaucoup et en ne m'investissant plus dans l'histoire, ce qui est fort dommage. En revanche, coup de cœur pour les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, à qui l'on doit Daisy Jones and the Six, qui a été l'un de mes plus beaux coups de cœur de l'année dernière, qui avait longtemps patienté dans ma bibliothèque avant que je daigne l'en sortir. Et maintenant que j'ai découvert cet auteur, je veux lire tous ses livres. Bon, il n'y en a pas encore eu énormément traduit en français, mais je suis contente d'avoir lu celui-ci. Il me semble qu'il est plus ancien d'ailleurs que Daisy Jones and the Six, mais on sent que l'auteur a un truc et franchement... Eh ben, elle nous resserre c'est pas qu'elle nous resserre la même sauce, mais on va dire que les deux livres sont assez semblables par leur côté addictif et par le fait qu'elle va nous brosser le portrait d'un personnage à chaque fois. Donc là, c'est une star de cinéma, une icône hollywoodienne des années 50. Et puis dans Daisy Jones and the Six, c'est le groupe, un groupe de rock fictif dans les années 70. À chaque fois, ce sont des personnages fictifs, mais à chaque fois, elle réussit à nous les faire considérer comme étant réels, à tel point que même si Evelyn Hugo n'a jamais existé, j'avais très envie d'aller voir sa bio sur Wikipédia, j'avais envie de faire des recherches dans tous les sens, de tous les personnages secondaires qui nous ont été brossés, de ces 7 maris qui sont voilà fictifs, mais qui avaient l'air d'être tellement réels. Et pour ça, je trouve que l'auteur a vraiment un talent fou. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? En fait, c'est une journaliste méconnue qui va être demandée spécialement par Evelyn Hugo pour réaliser sa biographie. Et cette bio pourrait lui changer totalement la vie, lui permettre d'accéder à la notoriété, à la richesse, et puis d'être reconnue par ses pairs surtout. Donc, elle va accepter de s'y atteler. Mais... la star a l'air de sous-entendre qu'il y a un lien entre les deux femmes, lien que la journaliste Monique ignore et qu'elle a un peu de crainte à l'idée de découvrir, mais bon, elle va quand même se lancer dans l'aventure de l'interviewer et puis de réaliser cet ouvrage. Et ce faisant, elle va donc revenir sur les 7 mariages de cette star de cinéma mondialement connue qui est Evelyn Hugo. Et c'était absolument passionnant, c'était absolument aussi déroutant. C'est bien plus complexe et profond qu'il n'y paraît au premier abord, parce qu'au premier abord, on se dit oui, ça va parler d'histoire d'amour, de mariage, etc. Ça a l'air d'être très fleur bleue. Mais vraiment, l'histoire est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. On nous parle d'amitié, on nous parle de connaissance de soi, d'acceptation, de deuil, bref, de plein de belles thématiques diverses et variées. J'ai le soleil en plein dans la poire. L'écriture était toujours aussi enjouée, savoureuse, addictive, et les personnages, je les ai trouvés vraiment incroyables, bourrés de plein de facettes différentes. Ils sont tous très réalistes et très complexes et très intéressants surtout. Voilà. Donc beaucoup de cœur pour les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je ne sais plus où me mettre, donc écoutez... j'ai envie de dire que c'est le signe qu'il faut que je m'arrête là. De toute façon, cette terrasse est orientée plein sud. Donc dès lors qu'il n'y a pas un nuage pour cacher le soleil, c'est les grosses chaleurs et le soleil, la luminosité toute la journée ici. Voilà. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas pour ma part, eh bien, j'ai pris grand plaisir à vous emmener avec moi pour cette fin du mois d'août. Je vous souhaite à tous une belle rentrée. Je pense que la rentrée aura débuté au moment où vous verrez ce vlog. Mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez pu piocher des petites idées ça et là. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire pour
pour m'encourager. Je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai si je le peux, mais en tout cas si je le peux, je le ferai avec grand plaisir aussi. Et merci pour votre fidélité, pourvu que ça dure. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!